Ce qu'il faut dire, là, tout simplement, là, puis carrément, puis avec beaucoup de force, c'est que si on ne s'occupe pas de notre agriculture, si on ne la met pas à notre main, si on laisse ses problèmes, les problèmes qu'elle connaît, s'amplifier, à ce moment-là, c'est la conjoncture et c'est les autres qui vont nous dicter ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire en agriculture. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons essayer de comprendre pourquoi les fermes sont forcées de grossir de plus en plus, ce qui a pour conséquence la disparition rapide des fermes familiales d'autrefois. En effet, en 60 ans, on est passé au Québec de 100 000 fermes autosuffisantes de proximité à 25 000 fermes commerciales. Tu sais, autrefois, la terre modèle avait 100 arpents. Aujourd'hui, c'est 1000 arpents. T'sais. On a des vacheries de 1000 vaches actuellement au Québec. On a des porcheries de 10 000 porcs. On a des érablières de 300 000 en taille. On a des poulaillers de 200 000 poules. Pendant longtemps, grâce entre autres à la gestion de l'offre, on produisait essentiellement de la nourriture pour le Québec. 80 % vers les années 80. Aujourd'hui, avec le libre-échange, la guerre des marchés, on vise de plus en plus l'exportation, quitte à importer notre nourriture à plus bas prix. Le résultat, c'est que notre taux d'autosuffisance alimentaire est descendu aujourd'hui à environ 30 %. Pour compétitionner, les fermes sont invitées, évidemment, à grossir pour préserver leur marge de profit. La ferme PME, la ferme entreprise, est désormais la ferme ciblée dans tous les programmes du gouvernement, les programmes de financement agricole, de mise en marché collective, les programmes de zonage agricole, de réglementation environnementale et sanitaire. La ferme Pial des environs de Saint-Alexandre de Kamouraska est un bon exemple. Eux qui ont investi plusieurs millions afin d'atteindre leur objectif de 300 vaches en lactation d'ici 5 ans. Et à 1000 acres, cette terre en culture dans 3 paroisses voisines. Nous avons interrogé Mathieu Chénard, qui est associé à son père Pierre et son oncle Albert, d'où le nom de la ferme Pial. J'ai fini mon cours à l'ITA en 2003. En 2003, mon père m'a cédé 25 % des parts et mon oncle m'a cédé aussi 25 %. Fait qu'on tombait 50, 25, 25. On a fait un bon bout comme ça. Puis en 2013, j'ai racheté les 25 % d'Albert, que lui continue à travailler pour nous sur la ferme. Est-ce que tu sentais le besoin d'agrandir pour pouvoir arriver à ce que tu veux dans la vie, d'atteindre ton objectif de vie? Bien, au départ, on est des gens extrêmement ambitieux. Oui? Oui. Tu parles de toi, ta famille, ou tu parles des agriculteurs en général? Bien, ma famille surtout, en tout cas. Oui. Je vais parler pour ma famille. Là, mon père, c'est un gars qui travaille d'une étoile à l'autre, qui regarde pas les heures d'amis. J'ai été élevé comme ça. Fait que à suivre mon père, puis 7 jours par semaine, puis les foins, puis les récoltes à l'automne. Puis c'est sûr qu'on a ça dans le sang, ça vient nous chercher un peu. Puis c'est pour ça qu'on a grandi. Ils voyaient que j'étais intéressé, parce que j'ai 2 sœurs. Je suis le seul garçon de la famille. Okay. Mon oncle n'a pas d'enfant. Fait que j'étais la seule relève. Mais, tu sais, il voyait que j'étais très intéressé, puis bon... Tu avais un peu la même vision qu'eux aussi. C'est ça. Est-ce que le climat de compétition avec les Américains actuellement qu'il y a, étant donné les pertes de quotas qui ont été faites durant les dernières ententes de libre-échange et tout ça, est-ce que ça joue dans la décision d'investir? Bien, c'est sûr que... C'est un pensez-y bien. C'est des décisions qui sont pas toujours faciles à prendre, mais effectivement,
si tu ne bouges pas, la marge de manœuvre s'amincit toujours. Tu sais, quand tu achètes tes intrants, puis tu as un plus gros volume, bien, tu as un meilleur prix, tu as des meilleurs escomptes. Tu essaies d'augmenter ta marge de profit, si on peut dire. C'est sûr que plus que tu es gros, plus que tu as un pouvoir d'achat. Mais bon, les responsabilités viennent avec. Mais il y a aussi les prix. Actuellement, le prix du lait est quand même pas terrible. Je sais pas, là, il est descendu même à 64 l'hectolitre. Je sais pas comment il est en ce moment, là. À ma dernière connaissance, il me semble qu'il était à 71. Mais ça dépend toujours de ton test de gras, puis de protéines, puis le solide non gras, puis ces choses-là. Mais c'est sûr que le prix du lait n'est pas appelé à monter, mais ce qui est le plus décevant là-dedans, c'est tous les fournisseurs autour de toi. Eux autres, ils ne descendent pas. Le pétrole, l'électricité, le camion de lait, la main-d'œuvre. La machinerie, le fer, c'est hallucinant comment que les prix explosent. Puis les pertes de parties de marché qui ont résulté des négociations d'entente de libre-échange, c'est quand même 8-9 %. Ça aussi, ça pèse lourd sur l'avenir. Oui, on a été une bonne monnaie d'échange. C'est choquant. C'est choquant, mais bon. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il vous oblige presque à fonctionner sur deux systèmes différents, marcher dans deux systèmes en même temps. Le système de la gestion de l'offre, qui a son coût, qui est le coût des quotas, entre autres, mais qui garantit un prix puis un marché. Puis en même temps, le système de compétition avec les Américains, tu sais, où eux ont des règles qui sont beaucoup plus avantageuses comparativement à ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a des contraintes au niveau des hormones, au niveau de toutes sortes de normes environnementales qui ne sont pas aux États-Unis. Donc, vous êtes à cheval sur deux systèmes. C'est un peu inquiétant pour l'avenir, ça. Puis surtout que les Américains sont beaucoup plus soutenus par leur gouvernement que nous, on peut l'être. Ça, c'est... tu sais, des fois, on sort dans la rue, puis on se fait dire vous êtes subventionné, puis c'est n'importe quoi, là. Bien, est-ce que tu as une opinion? Non, c'est pas vrai pour le lait. Pour les productions en gestion de l'offre, c'est sûr que le gouvernement investit très peu. Non. C'est comme le fonds d'aide là, au fédéral là, que Justin, c'est une loterie. On est pigé au sort. C'est pas de véritable compensation. Non. C'est que là, c'est un peu comme avec les taxis actuellement, puis ainsi de suite. Je voyais ce matin que la valeur des quotas au Québec de lait, ça serait entre 12 et 13 milliards. Fait qu'imaginez que la compensation, là, elle risquerait pas d'être équitable. T'sais. Mais moi, j'y crois, la gestion de l'offre. Je pense que c'est un des meilleurs systèmes. Même les Américains sont jaloux de nous autres. Parce que, bon, tu sais, ça nous permet d'avoir toujours un prix stable. Puis des fois, eux autres, bon, il y a une baisse, il y a une augmentation. Tu sais, c'est assez dur de faire un budget quand tu as des fluctuations comme ça, là, à tout bout de champ. Les investissements que vous faites en ce moment, qui sont beaucoup au niveau des bâtiments, là, ça peut représenter quoi comme montant? C'est 1 million? C'est autour d'1 million? C'est quoi? C'est plusieurs millions. Plusieurs millions? Oui. Et ça représente quoi, là? Ça vous permet de bâtir quoi exactement là, à travers ça? Je vais vous dire, 2018-2019, pour la ferme ici, ça a été... et ça allait 2 grosses années. 2 grosses années d'investissement. On a acheté de la machinerie, on a construit notre étable, on a acheté du quota. Ça fait depuis... je me souviens, quand je suis sorti de l'ITA, il n'y avait pratiquement pas 70 kilos de matière grasse ici. Présentement, on est rendu à 220 kilos.
Puis on projette à 300, 350, dépendamment de la disponibilité du quota aussi. Il y a des mois que il est plus disponible, il y en a d'autres que c'est au compte-gouttes. Mais bon, on garde notre objectif de vue, puis on espère l'atteindre. Mais ton objectif, est-ce que c'est aussi d'arriver à ce que tout s'opère avec tes employés, puis que toi, c'est ton objectif aussi de travailler moins? Oui, aussi. C'est sûr, mécaniser l'ouvrage, puis moderniser, puis... bon, c'est sûr qu'il y a eu une période, les ouvriers agricoles, là, ça se poussait pas d'importe pour venir travailler sur les fermes. Depuis 1 an, on a fait appel à la main-d'œuvre étrangère. C'est aussi qui nous a comme donné espoir d'être capable de continuer à progresser. Je trouve que c'est une très belle alternative d'avoir ces gens-là venir nous donner un coup de main malgré la langue, la barrière de la langue. Au bout de toute cette démarche-là de grossir la ferme, d'investir, de moderniser, tu as l'impression de toujours être un agriculteur ou d'être de je plus me en vois plus plus comme un gestionnaire. Un gestionnaire. Ouais. Et comment tu vis ce changement-là de statut? Là? Très bien. Très bien. C'est sûr que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Gérer les employés, gérer la comptabilité, gérer le troupeau, gérer l'alimentation, gérer les champs. Bon, c'est sûr que du travail manuel, j'en fais de moins en moins. Mais c'est pas parce que j'en fais pas que je travaille pas non plus. Non, c'est sûr. Mais quand on ferme les lumières ici le soir, bon, ben c'est plus de la paperasse que j'ai à faire chez nous, mais je trouve que ça s'en vient de plus en plus lourd aussi, cette paperasse-là. Là. Bon, je dis pas que c'est pas bien de faire ça, là. Mais si on en est rendu là, c'est parce qu'il y a eu des manques à certaines places. On peut en parler comme le LCQ, ATQ, ensuite de ça, les plans agro-environnementaux, les analyses de ça. LCQ, puis tout ça, c'est quoi, là? LCQ, c'est lait canadien de qualité. Oui. C'est toutes les normes, les cahiers de charges. C'est ça, les cahiers de charges, exactement, à remplir, puis les thermographes qu'on nous a imposés, mais bon, c'est quand même un bon outil de travail. Mais là, ils en rajoutent là, sur les pesticides. C'est ça, exact. Les registres, là. Exact. C'est ça qu'à un moment donné, ça vient extrêmement lourd. Puis, ce qui est le plus décevant là-dedans, c'est qu'on n'est pas rémunéré à notre juste valeur. Tu sais, dans la vie de tous les jours ici, il faut être comptable, il faut être vétérinaire, il faut être plombier, il faut être soudeur. Il faut être relationniste, il faut, à un moment donné, là... puis bon, on est... tu sais, ça ne se répercute pas sur notre prix. Tu sais, on est dans le bas de l'échelle, puis bon, je trouve que les transformateurs s'en mettent beaucoup plus dans les poches que ce que nous, on peut avoir. Oui, vous êtes au bout de la ligne, là, vous autres. C'est ça. Les derniers servis. Les ramassiers de miettes. Oui, ça, c'est bien. Au niveau de la famille, comment ça se vit, une métamorphose comme ça, là? Bien, je vais vous dire, là, c'était dans nos anciennes installations, là, on avait étiré la sauce pas mal. Tu sais, l'élastique, là, il était rendu au bout, là. On faisait des journées, là, de plusieurs heures, là. On n'avait plus de qualité de vie, ben. Là, il fallait passer à un autre appel, là, c'est sûr que, bon. Puis depuis, on est en fonction ici depuis le 19 février, puis je vous dirais que ça ne fait que s'améliorer. Puis on est en transition, puis on est en rodage encore, parce qu'il reste encore des choses à finir et à stabiliser. Puis non, je suis très, très, très satisfait des choix qu'on a faits. On le voit, la ferme familiale traditionnelle
est nettement dépassé parce que pour les investissements qui sont requis pour acheter les terres, pour acheter les machines, pour acheter les animaux, acheter les quotas, c'est vraiment trop lourd pour une seule personne ou une seule famille. Certaines fermes s'organisent en sociétés familiales, d'autres deviennent de simples sous-contractants d'un intégrateur, d'autres en société de partenariat avec des fonds d'investissement comme Pangea, dont on parle beaucoup. Voici 2 producteurs céréaliers de Montmagny, justement, qui se sont associés à Pangea. À l'origine, mon père, quand il a fait l'acquisition de la ferme familiale, c'était en production laitière. Pour différentes raisons, il a choisi la production porcine. Je pense que dans le temps, il a eu le choix de faire soit le poulet ou la production porcine. Le hasard a fait que ça a été la production porcine, malheureusement pour nous, mais bon. Oui, parce que dans le porc, en ce moment, c'est pas la gloire. Non, je pense qu'il y a beaucoup, il y a certaines difficultés, mais il y en a aussi qui réussissent à bien tirer leur épingle du jeu. Puis vous, vos choix pour le futur se sont pas orientés vers le porc, vous êtes orienté plus vers les grandes cultures, c'est ça? Oui, exactement. Nous, on a décidé de développer le côté grande culture. On était dans le porc au début, dû à certaines difficultés, voir le marché évoluer, tout ça. On trouvait que notre place, on se sentait beaucoup plus à l'aise de développer le côté grande culture. Le porc avait ses difficultés, des fois des maladies, le prix instable, tout ça. Donc, on a décidé de vraiment s'orienter. On a fait une orientation familiale complètement vers les grandes cultures. On a encore un peu de porc, mais c'est vraiment les grandes cultures qu'on cherche à développer. Quand vous avez commencé à penser grande culture, c'est là que vous avez eu idée d'approcher Pangea ou c'est eux qui vous ont approché? Comment ça s'est passé, l'histoire avec Pangea? Pas immédiatement. On a toujours, en même temps que notre production porcine, on développait beaucoup le côté grande culture parce que c'est ça qui nous intéressait davantage. Puis on était rendu à un point où est-ce que, de toute façon, le move qu'on a fait, de lâcher une partie de notre production, on allait le faire d'une manière ou d'une autre. On cherchait vraiment les meilleures options pour le faire parce qu'il n'y a pas de cachette, pas être capable de vivre toute la famille. Mon frère en a une, j'en ai une, mes parents. On devait prendre de l'expansion pour ça. Fait qu'on a regardé différentes options. On a regardé est-ce que c'est le biologique, est-ce qu'on lâche, est-ce qu'il y en a un qui va partir à l'extérieur, travailler à l'extérieur le temps que l'entreprise se développe. Puis c'est dans ces mêmes temps-là qu'on a entendu parler de Pangea. C'est drôle parce qu'on a entendu parler par la terre de chez nous. Puis là, nous autres, ça a piqué notre curiosité. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a rentré en contact avec eux pour aller en prendre davantage. Mais entre autres, de Pangea, en fait, est-ce qu'ils ont acheté une partie de vos terres? Ils ont acheté des terres à côté? Comment ça se passe? On entend dire des fois Pangea achète vos terres puis vous n'êtes plus propriétaire. C'est ça la réalité? Ou... Pas du tout, pas du tout. On est resté 100% propriétaire de nos terres, de nos fermes. Puis même si demain matin, il y aurait la terre de mon voisin, elle serait à vendre, je serais le premier à dire « OK, go, c'est moi qui ai envie de l'acheter ». Si pour différentes raisons, on se dit « Regarde, c'est pas un bon moment pour moi, ou j'aime mieux attendre », à ce moment-là, j'en parle avec nos partenaires qui est Pangea. Vous avez vos terres à vous, ils ont racheté des terres dans Saint-Pierre, c'est ça? Puis dans le secteur aussi Cap-Saint-Ignace, je pense, c'est ça? Comment ça fonctionne là, après ça? Une fois qu'ils ont leurs terres, vous avez vos terres, la machinerie qu'on voit derrière vous ici, ça appartient à quoi? Une société commune? Exactement, oui. Autrement dit, nous, on reste propriétaires de nos terres. Pangea ont leurs terres, puis on s'est créé une compagnie qu'on est tous les deux 50-50 dedans, avec la machinerie 50-50. Cette machinerie-là, autrement dit, sert à travailler pour l'ancrage total que nous avons avec toutes nos terres, autrement dit. Donc, c'est chacun propriétaire de ses terres, puis un partenariat 50-50 sur l'utilisation du matériel, en fait. Autrement dit notre entreprise que nous avons créée s'appelle Évolugrain. Puis Évolugrain fait juste louer les terres. Elle loue nos terres à nous et loue les terres à Pangea. Et la machinerie reste dans Évolugrain, autrement dit. Puis votre expérience, ça fait combien d'années que vous faites ça avec Pangea? On vient de finir notre 2e saison avec Pangea. Puis ça se passe comment? Je vous dirais qu'on est très satisfait du partenariat qu'on a à date avec eux. On échange nos idées. Puis on sait que si jamais on a une idée en tête, on leur en parle. Puis si de leur côté, ils trouvent que c'est une bonne idée, ça tient la route, ben go, on fonce ensemble. Puis, C'est ça. C'est complètement... C'est un travail d'équipe. La manière qu'on a vu ça au fil des années avancées, même avec les autres SOA, c'est un réseau. C'est comme un peu... Je dirais que c'est comme un peu une grande famille. Il y a un réseau de contacts qui s'installe, la manière de travailler, on se donne des trucs, on s'appelle, mais au travers de ça, c'est familial. Les gens sont disponibles, on peut jaser, on peut discuter. On est vraiment libre de faire
ce qu'on veut faire, c'est une manière de parler, mais en réalité, c'est nous qui décidons de ce qu'on fait, les cultures qu'on fait, de la façon qu'on le fait. Puis si on a besoin d'un coup de main, il y a toujours de la possibilité de trouver quelqu'un pour nous aider au travers. C'est très enrichissant, puis honnêtement, on est très satisfait. Le côté aussi qu'au début, on savait comme pas trop comment l'interpréter, c'est la remise à niveau des terres que Pangea a achetées. Ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le passé, mais qu'on s'est mis à développer depuis 2 ans, puis c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Il y a tout le temps un point un peu plus mort en saison, qui est souvent après les semis, à aller jusqu'aux récoltes. Donc, pendant ce temps-là, on est capable de travailler des terres, les niveler, les drainer, faire les fossés, tout ça. C'est des choses qu'avant ça, on pensait pas faire, mais avec Pangea, autrement dit, ça nous donne la plage de temps pour aller travailler ces terres-là. Ça nous fait travailler, ça fait travailler la machinerie au travers le reste, rentabiliser la machinerie. Puis, dans l'année suivante, ça fait qu'on a accès à des terres qui sont top niveau. Donc ça améliore en même temps les terres. D'ailleurs, Jean, vous me disiez tout à l'heure, hors entrevue, que vous avez regagné des acres sur une terre de Pangea parce que vous l'aviez retravaillée, c'est ça? Oui, exactement. C'est une terre qui avait des digues de roche. Il y avait une partie qui était en friche, que ça faisait des années que ça n'avait pas été travaillé. Fait que pendant une saison complète, on l'a carrément pas cultivé. On a travaillé là avec une pelle mécanique, à faire du nivellement. Puis là, on a regagné quelques acres. On n'a pas gagné 20 acres là, quand même, mais on en a regagné quelques-uns. Puis ça fait que cette terre-là va être au top niveau justement pour produire, avoir le maximum de rendement. Vous nous démontrez qu'il y a plusieurs avenirs possibles dans l'agriculture. On peut aussi envisager donc, dans le futur de voir des groupes comme Pangea ou d'autres s'intéresser avec des jeunes agriculteurs à développer l'agriculture. Est-ce que vous avez espoir, avec le nouveau contexte actuellement politique, un nouveau ministre de l'Agriculture, j'imagine des nouvelles réflexions qui vont venir, que le modèle que vous représentez prenne de l'expansion? Bien, en réalité, ce qu'on pense, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de modèles. Le modèle traditionnel est probablement encore très bien. Nous, le fait qu'on se soit dirigé plus vers... C'était vraiment pour minimiser le risque de l'entreprise. On était des jeunes agriculteurs, on rachetait les parts de nos parents, on voulait minimiser le risque. On s'est intéressé à ça de ce côté-là. C'était vraiment pour avoir accès à de la terre sans avoir nécessairement à avoir le risque qui vient avec pour la cultiver. Ça va être naturel de toute façon qu'il va y avoir de la place pour on va dire, des nouveaux modèles ou des modèles alternatifs. C'est parce que le prix des terres est cher. Il a monté beaucoup dans les dernières années. Peut-être que ça va monter moins abruptement dans les prochaines. Mais une chose est sûre, c'est que ça va continuer de monter. L'équipement est excessivement cher. Ça devient dur pour une jeune relève de faire l'acquisition de ces machines-là ou de ces terres-là, juste en supportant ça avec un endettement. Fait que oui, moi je suis certain que c'est un modèle, que ce soit Pangea ou un autre modèle. On sait qu'il y a d'autres organisations qui travaillent à développer leur propre modèle. C'est sûr et certain, d'après moi, que c'est voué à être de plus en plus populaire. Je pense que Pangea est le symptôme ou la conséquence du système qu'on s'est mis en place. Parce que pourquoi est-ce que Pangea apparaît? Comme par hasard, Pangea s'attaque au domaine, ou est actif, devrais-je plutôt dire, dans le domaine des céréales. Pourquoi? Comme par hasard, l'ASRA, le principal programme de subvention agricole, soutient les céréales en monoculture. Bon, je suis sûr que s'il avait soutenu le blé en prairie, que Pangea serait plus intéressé aux prairies avec du trèfle au besoin qu'aux monocultures céréalières. Bon, de un. Fait qu'il y a un soutien gouvernemental, un financement qui est dans ce secteur-là. Fait qu'il ne faut pas se surprendre qu'il y ait un intérêt pour ce secteur-là. De deux, moi, le premier, là, bon, j'ai à peu près 70 hectares de surface, 30 quelques hectares de terre. Je fais quoi avec ça, là? J'ai pas le droit de faire du lapin, j'ai pas le droit de faire du poulet, j'ai pas le droit de faire des œufs, j'ai pas le droit de faire du lait. Je fais quoi avec tout ça, là? Bon. Fait que là, je suis en train de convertir aussi en céréales parce qu'on m'interdit de faire le reste, ou à peu près. J'ai pas le droit de faire table champêtre ici. Je voulais faire hébergement à la ferme, j'ai pas le droit. Parce qu'il faudrait que j'y loge dans ma maison, alors que ça ne m'intéresse pas d'avoir un paquet d'étrangers dans ma maison tout le temps. Fait qu'on m'interdit de faire autre chose. Fait que Pangea fait affaire avec des gens qui n'ont pas de relève, des gens qui aimeraient acheter une partie de leur terre mais qui ne peuvent pas. C'est pas déjà des gens qui ont l'agriculture comme occupation principale. Fait que finalement, Pangea est plutôt vu comme une solution ou une conséquence. Fait que c'est pas eux autres qu'il faut démoniser. Pas nécessairement que je suis en faveur d'un système comme ça, mais on pousse le système à arriver à ça. Fait que c'est pas moi qui vais lancer la première pierre au fermier qui dit « ben moi je vais collaborer avec Pangea pour le partage des coûts, des bénéfices et du travail à faire ».
C'est la conclusion. Si on veut que Pangea n'apparaisse pas, il va falloir changer les problèmes de relève, de monopole de l'UPA, type d'occupation du territoire, de plan conjoint, de quotas, etc. C'est une nouvelle façon d'organiser l'agriculture. C'est une nouvelle façon d'intéresser des jeunes à s'établir parce que si Pangea s'est établi, c'est parce qu'il y avait des gens qui trouvaient ça intéressant. Ils trouvaient ça intéressant parce que c'était peut-être moins exigeant. Hein? Si on regarde ici, le producteur qui travaille avec Pangea était un producteur en production animale, il faisait de l'élevage. Aujourd'hui, il fait seulement des céréales, puis les conditions, c'est sûr que c'est très intense dans le mois de mai, dans le mois de juin, jusqu'à la fin d'octobre, mais le reste de l'année, hein, c'est plutôt tranquille comme travail. Avant, il était éleveur de bovins de boucherie, c'était à l'année. Ça l'offre possiblement des meilleures conditions. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Bon. L'autre affaire, c'est que ce modèle-là, pour faire vivre une famille et quelques employés à temps partiel, bien, ça a nécessité la fusion ou l'achat de 3 fermes, peut-être 4. Okay? C'est beaucoup d'actifs agricoles, c'est beaucoup d'espace. Puis je reviens à ce qu'on disait au départ tantôt, hein, d'entrée de jeu. On va nous dire qu'on produit plus maintenant. C'est vrai que Saint-André n'a jamais produit autant, Saint-Germain, c'est probablement pareil, autant de céréales. Hein? Avant, les céréales, ils partaient sur la ligne de chemin de fer, puis ils s'en venaient vers l'est, parce qu'on avait des productions animales, puis on les consommait. Maintenant, les céréales, on les met en silo au moment de la récolte, puis on les envoie vers l'ouest, là où il y a un déplacement, là-bas, je ne sais pas trop quoi, là, dans la région de Saint-Hyacinthe. Nicolet, il se produit passablement de production animale dans ce coin-là, puis ils ont besoin de nos céréales. C'est nouveau comme économie. Alors, c'est tout pour cette semaine. Roméo, la semaine prochaine, le thème qu'on va aborder? L'avenir de la ferme familiale et de la relève agricole. Voilà, ne manquez pas ça la semaine prochaine.